Et voilà, bonjour. J'ai failli me perdre dans les rues de Bruxelles, j'ai honte. Ah là là, j'avais calculé que c'était ici, mais du coup je passe par là et je me dis bah non, c'est pas la rue. En fait, c'est plus haut. Comment ça, ouais. Voilà, donc c'est bon, on y est. On s'est retrouvés. Voilà. Donc j'ai déjà quelques petites personnes qui sont, voilà, Bonjour. Pierre Dornier, mesdames et messieurs, directeur donc des chercheurs d'air, c'est ça? Ouais, l'ASBL, les chercheurs d'air. Mais pas que, directeur, vous écrivez aussi pas mal, des articles, etc. Oui, mais dans le cadre de l'ASBL. Hein. Ouais, toujours. Toujours. Bah donc voilà, et donc on débute ici, je vous mets de l'autre côté, voilà, Tilly qui dit bonjour. Ici on est dans une rue particulière, on a prévu tout un petit parcours, comme ça je vous introduis un petit peu. Là on est rue Keyenveld à Bruxelles, et si on est là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Oui, c'est parce que moi j'aime assez cette rue dans la mesure où déjà elle est assez jolie et elle a été végétalisée un petit peu en surface. On peut voir ça après, si j'ai bien compris, par les habitants et les habitantes. D'accord. Et donc en été, ça fait une grosse différence parce que c'est un tout petit peu plus frais que s'il n'y avait pas du tout de végétation. Mm-hmm. Et puis je trouve que c'est plus sympa aussi quand il y a du vert en général. C'est plus ça joli. rend la rue plus sympathique. Quoi. Ouais, donc vous avez un gros graffiti dégueulasse, mais plus loin c'est vraiment joli, vous allez pouvoir voir. Et donc du coup pour introduire un petit peu, j'aurais déjà un petit peu parlé de chercheurs d'air, etc. Mais concrètement, alors c'est un peu dans le titre, chercheurs d'air, on a un lien avec la pollution, la qualité de l'air, etc. Et comment est-ce que c'est né un petit peu cette aventure? Alors, c'est né il y a un petit moment, en 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, il y a eu ce qu'on a appelé le scandale Volkswagen. Ouais. À la fin de 2015, on s'est rendu compte que, partout dans le monde, en fait, on s'est rendu compte que les voitures, particulièrement diesel, émettaient beaucoup plus de pollution que ce qui était écrit sur le papier. Quand on achetait la voiture, c'était écrit, voilà, elle émet tant de dioxyde d'azote. Et en fait, en conditions réelles, on voyait que c'était beaucoup plus. Ouais. Parce que les constructeurs automobiles, Volkswagen et quasiment tous les autres, avaient manipulé les tests. Et donc, moi, comme plein d'autres personnes, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on respire à Bruxelles? Quelle est la qualité de l'air si ce qu'on nous dit n'est pas vrai? Et j'ai commencé à chercher un petit peu. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte de deux choses. Je me suis rendu compte que, en tout cas à l'époque, c'était très difficile de trouver des informations sur la qualité de l'air, à Bruxelles, comme on fait dans d'autres villes européennes. Ouais. Et quand on trouvait de l'information, c'était pas clair du tout. On comprenait pas grand-chose. Il y avait beaucoup d'acronymes, il y avait des sites qui fonctionnaient pas bien. Ouais, c'est ça. Et donc je me suis dit, ok, c'est peut-être l'opportunité, l'occasion de, en tant que citoyen, avec d'autres personnes, faire un petit peu ce travail de recherche, faire un petit peu ce travail de sensibilisation pour mieux comprendre ce qu'on respire à Bruxelles. Et donc, 2015, il y a eu quelques années où voilà, c'était un petit peu un travail bénévole. Et puis en 2019, en août 2019, donc il y a 4 ans, j'ai monté l'ASBL, les chercheurs d'air. Ok. Et donc là, ça s'est professionnalisé un petit peu. Et maintenant, on est trois employés. Ok, 3, ouais, quand même. Et voilà, on travaille sur la qualité de l'air à Bruxelles. Ouais, j'allais dire, et ça se compose de quel type de personnes? Est-ce que, par exemple, je me permets de te tutoyer, tu as des qualifications spécifiques? Est-ce que tu as pris depuis 2015 des cours, des renseignements, tu t'es formé à certaines choses? Comment est-ce qu'on devient justement un expert, je dis entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de diplôme pour dire je suis expert en pollution quoi, ou en qualité de l'air? Voilà, comment est-ce qu'on se construit un petit peu autour de ce projet? Ouais. Alors, je ne pense pas être un expert en qualité de l'air. Je pense que j'ai une certaine expertise en projet citoyen. C'est ça. Voilà. Mais pour la qualité de l'air, on travaille avec des experts, par exemple avec Bruxelles Environnement. Je pense que ça, c'est très important, avec des scientifiques. Et avant ça, j'ai travaillé dans une autre ONG environnementale aussi sur la thématique du transport et de la pollution de l'air. Donc, voilà, j'ai déjà un petit peu une formation professionnelle via ça. Okay. Et les deux autres employés, il y en a une qui vient du monde de la mobilité aussi, plutôt vélo, et elle travaille principalement sur les rues scolaires. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Et la troisième, c'est la chargée de communication, et voilà, elle vient aussi du milieu environnemental, et donc elle est aussi... c'est pas nouveau pour elle, quoi. Ok, chouette équipe, quoi. Hop, alors je remets un petit peu ici. Du coup, on a un très chouette décor. Je vais juste un petit peu, m'avancer comme ça. Vous allez pouvoir voir un petit peu ici la petite fresque qui inaugure un peu cette rue verte, quoi. On peut dire ça comme ça. Alors, en gros, quand on est, je vais dire ça comme ça, quand on est chercheur d'air, sur quoi est-ce qu'on bosse et comment est-ce qu'on récolte toutes ces données? Parce que j'imagine, on parlait de Bruxelles Environnement par exemple, et donc vous bossez avec plein
de systèmes différents pour connaître les taux de pollution, comment ça se passe physiquement, ce genre de choses. Oui, alors il y a deux choses. On utilise les données qui sont produites par Bruxelles Environnement. Donc, Bruxelles Environnement a environ une dizaine de machines qui mesurent la qualité de l'air sur la région Bruxelles-Capitale. Ouais. Et en plus de ces machines, on crée nos propres données avec de la science collaborative. Donc science collaborative, c'est quand on demande, par exemple, j'ai demandé à toi, Nathalie, d'installer un petit détecteur de qualité de l'air chez toi, et puis chez moi, je vais en installer un aussi, et puis là-bas, il y a quelqu'un d'autre qui va en installer un. Et avec tout ça ensemble, on va pouvoir cartographier la pollution de l'air sur un mois ou sur une année. On a déjà fait ça sur une année complète, par exemple. On avait environ 70 écoles qui participaient. Donc dans la cour de récré, ils avaient installé des petits capteurs, et puis il y avait une cinquantaine de citoyens et citoyennes. Et donc voilà, on produit des données, ensuite on analyse ces données à nouveau avec des personnes, des experts, des scientifiques, pour être sûr de ne pas se tromper. Et puis on extrait des graphiques, des statistiques, on voit si ça monte, si ça descend, quels sont les endroits où c'est le plus problématique. C'est pas un gros secret, en général les endroits où c'est le plus problématique, c'est les endroits où il y a beaucoup de trafic routier, parce qu'à Bruxelles, la principale source de pollution de l'air, que ce soit pour les particules fines et le dioxyde d'azote, c'est le trafic routier. C'est ça, mais justement on est passé, j'ai débuté le live là, cette espèce d'autoroute qui est ce qu'on appelle la petite ceinture, alors que juste à 500 mètres plus loin on est dans une rue très calme, même au niveau sonore, on n'entend presque plus rien. Ça a des conséquences malgré que cette rue est super végétalisée ici par exemple. Comment ça a des conséquences? J'imagine le taux de pollution. Si on a des capteurs ici, étant donné qu'on a une autoroute pas loin, je dis autoroute parce que c'est vraiment un trafic très dense. Ça dépend beaucoup de... Par exemple, ici, on voit, vous voyez peut-être en face de nous, c'est une rue qui est assez étroite avec des bâtiments qui sont assez hauts. Donc ça veut dire que, en gros, la pollution peut avoir tendance à stagner à l'intérieur de cette rue. Et après, donc ça c'est un premier critère. Et après, ça va beaucoup dépendre aussi du vent. Donc si par exemple vous avez un vent qui va de la petite ceinture jusqu'à place Fernand Coq par là-bas, oui, a priori, vous aurez aussi de la pollution dans cette rue. Après, si par exemple le vent est perpendiculaire, cette rue, elle peut être tout à fait propre d'un point de vue qualité de l'air. Donc, ça dépend beaucoup de critères. Et évidemment, ça change. En février, au cœur de l'hiver, ça ne sera pas la même chose qu'en août aussi, parce que les conditions météorologiques ne sont pas forcément les mêmes. Même, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes. Pareil à Londres, nous dit Tilly. Donc voilà, ils ont aussi, je pense, un système de petite ceinture, autoroute qui émet pas mal de trafic. Pour ceux qui sont dans le chat et qui débarquent, n'hésitez pas, pour l'exclamation sujet, vous avez tous les renseignements sur l'ASBL, les chercheurs d'air. Et on est avec ce directeur aujourd'hui. Donc je propose qu'on avance un petit peu, comme ça on découvre tranquillement. Alors quand on récolte des données comme ça, vous faites appel aux citoyens. On démarre tout de suite, quand on a ce genre de projet, j'imagine, par son cercle personnel. Et puis on étend, comment est-ce qu'on fait un peu parler de l'assaut comme ça Alors quand on a lancé notre gros projet en 2020-2021, on va laisser passer la voiture, parce qu'il y a quand même encore des voitures dans cette rue, même si elle est à sens unique et un petit peu végétalisée. On a lancé un appel sur nos réseaux sociaux via notre communauté qui commence à être pas mal. Et on avait un partenariat aussi avec la presse. Donc on avait un partenariat avec le journal Le Soir pour la presse francophone et The Bulletin pour la presse des expats. Et donc voilà, on a reçu plein de candidatures. Ensuite, on a fait une sélection sur base de l'endroit où les personnes vivaient, parce qu'on ne voulait pas évidemment avoir tous les détecteurs au même endroit, on voulait que ce soit représentatif. Et voilà, après c'était important pour nous aussi d'avoir, comme je disais, des écoles pour pouvoir sensibiliser un petit peu les enfants à la problématique de la pollution de l'air. Qu'est-ce que c'est la pollution de l'air? Pourquoi est-ce que c'est important l'air qu'on respire? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la santé? Je pense que c'est un point dont on discutera tout à l'heure. C'est ça. Donc ça fait déjà pas mal de résonance au final. Aussi, il y a en plus une collaboration avec Bruxelles Environnement, tout à fait. Potentiellement la Fédération Wallonie-Bruxelles qui fête d'ailleurs ce qui se fête aujourd'hui. On est le 27 septembre et donc tout ça, ça vous a un peu aidé à grandir, à consolider le projet. Oui, absolument. Et donc ça continue. On a des collaborations avec certaines communes. On continue à travailler avec des citoyens, des citoyennes. Et pour nous, c'est vraiment important d'intégrer au maximum la population pour pas que ce soit top-down et que ce soit juste nous qui disions voilà, on fait ci, on fait ça. Et c'est vraiment important que les gens comprennent
Et la meilleure façon de comprendre, c'est de faire. Oui, c'est ça. C'est ça. Question, parce que justement, tu parlais des expats. On a la chance d'avoir une part du Parlement européen ici à Bruxelles, de l'Europe, etc. J'imagine que c'est une cible, clairement, pour ce genre d'action. Et double question, du coup, il y a les élections qui arrivent bientôt, etc. Là, vous allez faire quelques petites actions, quelques petites sensibilisations à tout ça. Ouais. Alors pour répondre à la première question, c'est une cible, mais c'est pas la cible prioritaire parce que en général, c'est une population, c'est une partie de la population qui est déjà fort sensibilisée, qui est très éduquée. Et qui a les moyens de se protéger de la pollution de l'air, soit en vivant dans des endroits où ils ne sont pas trop exposés, soit en installant un filtre à la maison, ce genre de choses. Donc pour nous, la cible principale, c'est les personnes qui vivent dans des quartiers qui sont fort exposés à la pollution de l'air et qui n'ont pas la possibilité de s'en protéger au mieux. Oui, c'est ça. Et pour répondre à la deuxième question, les élections, donc en effet, l'année prochaine, il y a toutes les élections. C'est ça, on a tout chez locales, en Belgique. Régionales, fédérales et au niveau européen. Alors au niveau européen, très honnêtement, ce ne sera pas notre priorité du tout parce que nous, on ne travaille qu'au niveau régional. Et il y a des assos qui font ce travail-là très bien au niveau européen. Fédéral, je ne pense pas non plus parce qu'à nouveau, on travaille au niveau régional. Vous avez plus petite structure, Par contre, la région et les communes, clairement, on va beaucoup travailler là-dessus. On va demander aux candidates et aux candidats de se positionner par rapport à la question de la pollution de l'air. On est en train de contacter les différents partis pour discuter avec elles et avec eux. Essayer de faire un peu bouger les choses à ce niveau-là. Alors hop, j'enlève la petite araignée. Oui, ceux qui sont dans le chat, vous savez à quel point j'adore les araignées, donc c'est parfait. Alors justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, par rapport au parcours qu'on a fait tout à l'heure, le calme qu'il y a ici, dans la rue, c'est dingue. Donc mon micro, il capte relativement bien quand on parle, mais alors là, vous devez entendre le calme ambiant, parce que comme je le disais, il y a quand même des voitures qui tournent. On a une rue super animée à droite, enfin un peu plus bas, c'est la même chose. On est dans des rues commerçantes, etc. C'est super mignon. Bah ouais, en plus, c'est joli à voir, mais c'est assez agréable. Justement, quel est l'impact un petit peu au niveau de la santé, parce qu'on parle de, il y a quoi, les particules fines, il y a d'autres choses qui rentrent en compte et qui sont du coup dangereux pour nous. Alors quand on parle de pollution de l'air, il y a 3 polluants principaux en ville, en tout cas dans une ville comme Bruxelles. Il y a le plus dangereux, c'est les particules fines. Alors les particules fines, c'est comme du sable, très 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 fin. L'image que je donne toujours, c'est que si vous prenez le diamètre d'un cheveu humain, donc qui est déjà très fin, une particule fine PM2.5 s'appelle, celle qui est la plus courante. Elle fait, le diamètre de cette particule fine est 24 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc vous prenez le diamètre d'un cheveu, divisé par 24 et vous avez la taille d'une particule fine PM2.5. Donc c'est très très petit, et cette sorte de grain de sable, il est composé d'éléments très toxiques, dont certains sont cancérigènes, et cette particule fine, elle peut rentrer dans le corps par les voies respiratoires, dans le sang, aller jusqu'au cerveau, et donc c'est très très dangereux. Et c'est ce qu'on retrouve principalement avec les voitures. Alors c'est ce qu'on retrouve avec les voitures, c'est ce qu'on retrouve avec, en fait c'est ce qu'on retrouve quand on brûle quelque chose. Donc moteur à combustion, mais ça va être aussi une usine qui brûle ces déchets ou des choses comme ça, qui brûle un combustible pour faire du chauffage. Et puis ça peut être de sources naturelles aussi, ça peut être un volcan, ça peut être un feu de forêt. Voilà. Dès qu'on brûle quelque chose, un barbecue typiquement, ça va faire des particules fines. Dès qu'on brûle quelque chose, on a des particules fines. Donc ça c'est le premier. À Bruxelles, c'est environ 30% des particules fines qui sont émises par le trafic routier. Quand même, Le deuxième dont on parle beaucoup, surtout depuis 2015, le scandale de Volkswagen, c'est le dioxyde d'azote. Donc ça c'est un gaz qui est émis à Bruxelles à 60% par le trafic routier, donc beaucoup plus par le trafic routier. C'est un petit peu moins dangereux, ça ne veut pas du tout dire que c'est pas dangereux, mais c'est un petit peu moins dangereux que les particules fines. Par exemple, ça va créer ça va accentuer l'asthme. Et puis le troisième dont on parle beaucoup en été, parce que le reste du temps, c'est moins problématique, c'est l'ozone. Donc quand il fait très chaud, on a des pics d'ozone en plus, en ville. En ville, principalement en ville. À la campagne, on a évidemment moins ce genre de choses dès qu'on quitte Bruxelles. Vous avez fait des tests un peu en périphérie Non, on n'a pas fait de tests en périphérie, mais c'est pas forcément vrai. Il y a aussi de la pollution de l'air
À la campagne, ouais. par exemple, à cause des épandages Les pesticides de et tout ça, fertilisants ouais. et de fertilisants aussi. Ouais. Ok. Donc, on n'est pas forcément... Allez, ça dépend, hein, mais on n'est pas forcément mieux loti quand on est à la campagne. Ouais, j'allais dire l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, donc c'est possible que Bruxelles devienne une ville un peu plus pure. Qu'est-ce en termes de chiffres, est-ce qu'on peut s'attendre à si on privilégie ce genre de quartier, parce que alors c'est pas possible, j'imagine que toute la ville devienne des rues, des quartiers apaisés, mais est-ce qu'on peut vraiment ressentir une réelle diminution si on s'y met à fond? Ouais, clairement, c'est évident. Il y a des villes, donc il y a des comparatifs qui existent un petit peu en Europe et des villes, c'est plus vraiment une surprise, mais dans les pays du Nord, Danemark, Suède, Norvège, etc., qui sont beaucoup moins polluées qu'une ville comme Bruxelles. Donc c'est sûr que c'est possible et on va pas, je pense pas qu'on doive se passer complètement de la voiture en ville, mais on peut énormément réduire la place qu'on lui accorde et les déplacements en voiture, en scooter, en camion dans les grandes villes, quoi, parce que la densité permet de s'en passer. Justement, les camions, on le voit un petit peu dans les règles parfois communales sur des panneaux, etc. Généralement, on les chasse un petit peu de plus en plus de la ville, mais en même temps, ils ont besoin d'être là puisqu'il y a des livraisons qui doivent se faire, etc. En plus, parce que voilà, ce que j'ai envie là un peu qu'on discute, c'est il y a la qualité de l'air, mais il y a aussi tout ce qui est pollution sonore, etc. Là, c'est aussi quelque chose sur lequel, je veux dire, l'un implique forcément l'autre, la plupart du temps en plus, la qualité... Non, alors ça dépend, parce que des motorisations électriques, par exemple, elles émettent beaucoup moins de pollution sonore que les motorisations diesel, essence ou au gaz. Donc on peut avoir un petit peu moins de pollution sonore en fonction de la motorisation. Juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais pas si on a besoin d'autant de livraisons en ville. Hein. Dans les villes occidentales, on consomme quand même énormément. Je pense que parfois, du très rapide, etc. On consomme c'est trop. ça. Donc je ne suis pas certain qu'on ait besoin déjà de consommer autant. Et quand on consomme et qu'on a besoin de livraison, un gros problème, c'est que les livraisons très souvent ne sont pas optimisées. Je lisais un chiffre hier sur Londres qui disait que 40% des camionnettes qui font des livraisons à Londres, Amazon, etc., ne sont remplies qu'à un quart de leur capacité. C'est-à-dire que 3/4 de ces 40% de camionnettes est vide. Sont vides, ouais. Donc 40% des camionnettes roulent presque à vide. Ça, c'est une aberration. Ça va créer des bouchons, ça va créer la pollution de l'air, ça va créer de la pollution sonore, ça va créer des risques d'accident avec les cyclistes ou les piétons. Pour 3 cartons dans la camionnette, finalement. Voilà, ça m'étonne pas, on dit dans le chat. Ben voilà, exactement. Alors du coup, on va quitter cette rue ici qui est plutôt verte. Et ça, c'est une initiative clairement des citoyens dans la rue, plus de la commune, on imagine, vu qu'il y a des aménagements particuliers. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas exactement. Il me semble que les pots, les espèces de seaux noirs, c'est plutôt les résidentes et résidents. Et les gros bacs en métal, c'est plutôt la commune. C'est ça, ouais. Peut-être juste dire, pendant qu'on est encore ici, que végétaliser la ville, ça n'a pas forcément, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais a priori ça n'a pas forcément un impact énorme direct sur la qualité de l'air. C'est-à-dire que les plantes qui absorbent la pollution de l'air, on n'en est pas du tout sûr. Par contre, ça a clairement un impact très positif sur le bien-être. C'est vrai. On est entouré de verre et on le voit quand on habite en appart, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met des plantes vertes pour se sentir un petit peu mieux. C'est clair. Dans les rues, c'est la même chose. Ça permet aussi de réserver plus d'espace aux usagers de la rue, cyclistes, piétons, parce que y a moins de voitures qui peuvent se garer, évidemment. La seule chose, c'est qu'il faut l'idéal. Donc là, on voit, c'est des espèces de gros bacs. C'est pas idéal, parce que les arbres vont jamais pouvoir grandir beaucoup, ils seront jamais en très très bonne santé. Donc l'idéal, c'est vraiment de supprimer du pavé, en fait, c'est ça. D'enlever une partie des pavés ou du béton ou du goudron qui est au sol, de planter les arbres en pleine terre, d'avoir un mélange qui soit bien aéré pour qu'ils puissent bien grandir, bien respirer. boire, exactement. Et là, on aura vraiment une bonne différence au niveau de la température dans la rue, parce que l'énorme intérêt de végétaliser les rues, c'est de faire descendre les températures en été quand il fait super chaud. Ouais, effectivement. Et on le remarque, d'ailleurs, on terminera notre parcours sur la place Flagey, vous verrez. C'est marrant parce que c'est aujourd'hui ou hier, je pense, qu'ils ont débuté justement le côté, on va mettre de la verdure sur cette place.
Vous allez voir, c'est une place complètement bétonnée. Ils ont mis des petites fontaines, histoire de... voilà, les gamins jouent un peu dedans au final en été. Mais en fait, c'est l'enfer de construire ce genre de place. Ils ont fait la même chose, place de Brouckère, par exemple, à Il y a Bruxelles. beaucoup de places comme ça à Bruxelles qui sont pas du tout vertes, quoi, qui sont très... je trouve plus le mot maintenant, très... Rempli de béton, quoi, en Exactement. tout cas. J'ai plus le mot non plus, mais je vois. Bon, vous voyez ici un peu de trafic, hein. Il y a un camion, tout ça, il y a des bouchons, puisqu'on est en fait l'avenue Louise, donc très grosse artère ici, on est entouré, il y a la chaussée d'Ixelles, on peut aller sur la chaussée d'Ixelles, vous allez voir. Alors la chaussée d'Ixelles, c'est particulier parce qu'avant, donc tout le monde pouvait y circuler. Maintenant, ils ont réduit la circulation, en tout cas des voitures. Est-ce que ça a eu un changement, un réel impact Ouais, alors ils ont réduit la circulation des voitures et des livraisons aussi. Hein. Les livraisons ne sont autorisées plus que le matin. D'accord. Et pour les voitures, elles sont autorisées en gros seulement le soir, la nuit, quoi. Ça a eu un impact. Il y a eu sur la chaussée d'Ixelles et quelques rues perpendiculaires qui font partie de la rénovation. Ouais. Il y a eu une baisse du trafic de 30%. D'accord, ok. C'est vraiment très important. Ouais. On n'a pas les chiffres pour la pollution de l'air, mais a priori, il y a eu aussi une diminution de la pollution de l'air parce que moins de trafic égale oui, moins de... ouais, c'est ça. Bon, désolé, on fait juste un petit break parce qu'il y a beaucoup de bruit. Comme ça, vous continuez à nous entendre. Oui, c'est ça. Tilly disait qu'à Londres, par exemple, ils appellent ces places bétonnées des écoquartiers. Donc c'est un peu hypocrite. L'hypocrisie entre on a fait parce que j'imagine qu'ils parlent en termes de revêtement, etc. utilisés, parce que maintenant il y a tout un système de revêtement qui absorbe mieux la pluie, etc. Ouais. etc. Et donc on en profite pour annoncer ça comme étant super écolo, alors qu'au final, voilà, ça reste un peu compliqué, quoi. Oui, il faut faire attention au greenwashing. C'est ça. Bruxelles d'ailleurs font un peu de greenwashing pour certaines choses, ou ça va? C'est difficile à dire, ça va vraiment dépendre des projets, ça va vraiment dépendre des autorités, une commune à l'autre, ça change beaucoup. Ouais. Il faudrait prendre des projets en particulier, je pense qu'il y en a toujours un petit peu, hein. C'est difficile de quantifier, pas aller de pas dérouiller à la tentation. Oui, on se contente parfois un peu trop vite des choses qu'on fait. Tiens, maintenant ils vont planter, je pense, je sais pas, 40aine d'arbres peut-être sur la place Flagey, mais est-ce que ça va pas plus suffire? que ça, ce matin j'ai vu une centaine d'arbres. Ah voilà, quand même. Mais donc voilà, c'est bien. Après, est-ce que c'est assez? Je suis pas certain. Est-ce que ces arbres auront assez justement de place, de terre pour pouvoir bien grandir et être en bonne santé? Très honnêtement, je sais pas, j'ai pas les détails. Ouais. On verra peut-être un petit peu, je sais pas où ils en sont, ils commencent à mettre des barrières. Oui, j'ai vu des photos, mais clairement ça va dans le bon sens, ouais. Ça c'est évident. C'est une première étape. Encore une fois à Bruxelles, mais je pense que comme toutes les grandes villes, à l'approche des élections, il y a beaucoup de travaux. Ouais. Et donc ça fait aussi partie du jeu de se dire, tiens, mon mandat arrive à terme, on va vite faire bouger les choses. J'ai envie de casser un petit cliché, comme on travaille quand même sur toutes des questions d'environnement, de qualité de l'air, etc. Une commune comme Ixelles qui est gouvernée par des écolos, c'est plus ou moins facile de faire changer les choses, ou ça ne change pas forcément Si, je pense que c'est quand même plus facile parce qu'on a une discussion qui est plus simple, qui est plus ouverte. Après, je crois que ça dépend pas forcément toujours des questions politiques. Non, mais je veux dire, si on va un petit peu plus dans la granularité, il y a la commune et puis il y a les quartiers. Ouais. Et vous n'avez pas non plus le même public d'un quartier à un autre. Donc vous aurez un quartier dans lequel ça sera simple parce que les habitantes et les habitants seront sensibilisés, auront envie qu'il y ait du changement, dans le sens qu'on estime être le bon. C'est ça. Et puis il y a un autre quartier dans lequel vous aurez une levée de bouclier pour enlever 2 places de parking parce que c'est inadmissible et il faut pouvoir utiliser sa voiture tous les jours pour aller partout. Et donc là, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais c'est évident que les partis qui mettent l'environnement en avant dans leur programme sont plus faciles à aborder. Ouverts à nos demandes que les partis qui font
l'inverse. C'est ça. Donc du coup, je vous montre un petit peu ici. Donc on est sur la chaussée d'Ixelles. Vous voyez, c'est la fin des livraisons. Il est 10h, les magasins ont ouvert ou ouvrent vers 10h, 10h30. Et donc en fait, vous avez principalement les bus qui circulent et on est sur une rue commerçante. Donc elle a été complètement refaite aussi. Il y a eu des petits soucis au niveau, pour la petite histoire, la petite anecdote. Donc en fait, vous voyez, ils ont fait des trottoirs plus hauts. Et en fait, cette route ici, ils avaient mal calculé leur coût. Et donc en fait, les bus, quand ils passaient, ne pouvaient pas se croiser. Parce qu'ils avaient fait la rue trop étroite. Et donc ils ont dû refaire une partie. Enfin bon, bref. Ça, c'est les petites choses qui arrivent à Bruxelles pour notre plus grand plaisir. Mais donc on voit, même au niveau ici, en tout cas pour le moment, c'est quand même plus calme. C'est plus calme, mais on voit aussi que c'est encore très 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 minéral, par exemple. Ouais, elle a été refaite et il y a deux arbres qui... après, ouais, c'est ça. Dans des espèces de petits bacs, ça c'est vraiment dommage, par exemple. Ouais, tout à fait. Ok. En termes de mobilité, justement, pour qu'on essaye d'abandonner un petit peu notre voiture de plus en plus, alors j'ai envie de revenir sur une carte que vous avez publiée qui m'a choquée, mais dans le bon sens. En fait, à Bruxelles, il n'y a pas tellement de foyers qui, au final, gardent leur voiture. Vous avez publié une carte là sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple de ma commune. Moi, je suis du côté Saint-Josse, Scarbeck, etc. Il y a parfois plus de 50% de ménages qui n'ont pas de voiture. Oui, tout à fait. Alors, petite parenthèse, on avait fait une erreur sur la première carte, on l'a republiée hier et il y a encore plus de foyers qui n'ont pas de voiture. Sans voiture, c'est fou. Mais donc oui, pour résumer un petit peu cette carte, donc ça vient de statistiques officielles de Stadbel, qui montrent que si on prend toute la région Bruxelles-Capitale, donc avec les 19 communes, on est à un petit peu plus de la moitié des foyers qui n'ont pas de voiture, du coup, c'est ça ? C'est ça, il me semble. Et en effet, pour certaines communes, on atteint des chiffres qui sont beaucoup plus hauts. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est aussi intéressant de voir, c'est que on demande quand même quelque chose, on demande des mesures qui sont utiles et qui n'embêtent pas, qui n'handicapent pas la majorité de la population. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est ça. Pour donner un autre chiffre... on nous dit d'ailleurs dans le chat, incroyable cette stat, et je n'ai pas de voiture non plus. Donc voilà. Au final, moi non plus par exemple, et je ne veux pas de voiture, hors de question. Moi j'en avais une au départ et honnêtement je m'embêtais plus. Tu l'as abandonnée. Donc maintenant quand j'en ai besoin, j'utilise des systèmes de voitures partagées, Cambio pour pas nommer ce service. Mais je trouve que non seulement c'est très pratique, mais en plus c'est beaucoup plus économique puisque ça permet de dépenser de l'argent seulement quand j'ai besoin de la voiture, ce qui est assez rare. Et le reste du temps, de ne pas payer de parking, de ne pas payer d'assurance, de ne pas payer de changement des pneus, de ne pas payer tout un tas de... De ne pas payer des taxes incroyables et de ne pas être obligé... Là, je fais une petite ref à l'actualité belge, évidemment, de changer de voiture tous les 10 ans, parce que sur Bruxelles, il y a des normes maintenant mises en place. Parce que les voitures considérées comme trop polluantes et donc trop vieilles deviennent interdites à la circulation à Bruxelles pour des raisons de particules fines, etc., d'ailleurs, entre autres. Oui, c'est ça, exactement. Alors, plus de dioxyde d'azote, pour le coup, mais en tout cas de pollution de l'air. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone basse émission, ou LEZ, parce qu'en anglais, c'est Low Emission Zone. Et donc, c'est en effet une zone qui s'étend sur la quasi-totalité du territoire de la région Bruxelles-Capitale, qui a été mise en place en 2018 et qui prévoit une sortie complète des moteurs diesel d'ici 2030 et une sortie complète des moteurs thermiques, c'est-à-dire essence et gaz, d'ici 2035. Par phase, c'est-à-dire que la première année, on enlève les voitures, les véhicules de manière générale, qui ont plus de, 15 ans, on va dire. La deuxième année, ceux qui ont plus de 12 ans, la troisième année, etc. Oui, tout à fait, oui. Et donc, petit à petit, on arrive aux véhicules les plus récents et donc les moins polluants, puisque c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Les véhicules les plus récents, les plus modernes, sont quand même beaucoup moins polluants que les anciens véhicules. Mais au final, en sachant que le marché du coup de l'occasion en voiture, moi j'ai plus droit à ma voiture qui date de 2006, je vais la revendre à Wavre qui est à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles, ça c'est un peu hypocrite. Alors c'est hypocrite si on fait ça, ce que nous on demande c'est en effet que ces voitures, ces véhicules soient recyclés finalement. C'est ça. Mis à la casse correctement et recyclés, pas envoyés en Wallonie, pas envoyés
en Europe de l'Est, pas envoyées en Afrique. Tout à fait. Parce que ça, sinon, évidemment, c'est très très hypocrite. Et surtout qu'elles ne soient pas remplacées par une autre voiture, qu'elles ne soient pas remplacées par une voiture diesel plus récente, qu'elle ne soit pas remplacée par un SUV électrique qui pèse 2 tonnes et qui là, et qui n'est pas nécessaire en ville. Oui, c'est ça. Mais on est vraiment, notre position, c'est vraiment de dire il y a besoin de beaucoup moins de voitures en ville, et donc une voiture diesel essence polluante ne doit pas nécessairement être remplacée par une autre voiture, même si elle est moins polluante. C'est ça. Donc là, ici, on quitte, vous voyez, cette zone, en tout cas interdite aux voitures pour le moment. Donc de la chaussée d'Ixelles, il y a encore des livraisons qui se terminent, etc. Pour revenir, là il y a un peu plus de verdure, mais on arrive sur la place Fernand Coq, où là, en plus de la commune, donc on a la commune avec le bourgmestre, etc., les échevins, et vous allez voir que comparé à il y a 10 ans, je pense, il y a énormément de choses qui ont changé sur cette place. C'est ça, il me semble que on peut aller sur la place et se poser peut-être à un endroit. Je crois que les changements ont été faits en même temps que les changements de la chaussée d'Ixelles. La chaussée d'Ixelles, oui, c'est ça. Ok, 5 ans. J'ai pris une petite photo pour montrer, elle date un petit peu, elle date des années 70, mais pour montrer comment c'était quand c'était un parking. Et puis après ce parking, ça a été transformé, c'était une rue finalement, quand même assez passante. Et puis en effet, il y a 5 ans, la commune a décidé d'apaiser ce quartier. Donc finalement, c'était la meilleure façon. Le premier quartier apaisé, comme on appelle ça maintenant, avant l'heure. Et bon, à mon avis, c'est très bien. À nouveau, je pense qu'il pourrait y avoir plus d'arbres. C'est encore pas assez végétalisé à mon goût, encore très minéral. Mais à nouveau, c'est clairement des changements qui vont dans le bon sens pour améliorer la qualité de vie à Bruxelles. Et pas seulement pour la mobilité, ce genre d'endroit, c'est très important aussi pour la détente. Pour le jeu, on voit beaucoup d'enfants, c'est peut-être ce qu'on va voir là maintenant, je sais pas, beaucoup d'enfants qui jouent en sécurité, en tout cas on n'a pas trop besoin d'être derrière. De gens qui sont posés déjà. Donc aussi de la détente, on va aller acheter une glace au glacier à la côté, on va la manger tranquille, on va laisser les enfants courir un petit peu en rond. Quand il fait très chaud, il y a les fontaines aussi. Ouais, salut Ketchup, j'espère que tu vas bien. Pour tous ceux qui débarquent, n'hésitez pas par l'exclamation sujet, comme ça vous avez évidemment le lien vers le site internet et toutes les infos de Chercheurs d'air, et notamment cette carte dont on discutait tout de suite. Donc une majorité de Bruxellois au final n'ont pas de voiture. Mais est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils se déplacent? Du coup, c'est privilégier transport en commun, véhicules, en tout cas mobilité partagée. C'est un peu... Alors, ces Bruxelloises et ces Bruxellois en particulier, honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la première manière de se déplacer pour les Bruxellois, c'est la voiture. La deuxième, c'est à pied. Donc probablement, il y a beaucoup de ces personnes qui marchent. Ensuite, il y a les transports en commun. En général, ça va ensemble. On va marcher pour aller jusqu'au métro, on va marcher pour aller jusqu'au tram, et puis ensuite, on va prendre les transports en commun. Et puis, il y a le vélo. Le vélo, de plus en plus à Bruxelles. On le voit, oui, tout à fait. L'association Pro Vélo, qui fait des calculs chaque année, a remarqué que depuis 2010, le nombre de cyclistes a été multiplié par 4. Ok. C'est beaucoup. Ouais, à fond. C'est fou. Donc en un peu plus de 10 ans. Ça continue pour remplacer encore plus de voitures, parce que la part modale est encore un peu trop déséquilibrée, mais voilà, il y a beaucoup de déplacements à vélo aussi. Et puis maintenant, il y a aussi les trottinettes qu'on voit de plus en plus. Oui, tout à fait. Ça, en termes de qualité, alors je vais essayer qu'on se pose ici quelques instants, ce serait quand même plus sympa. Puis on marche pas mal, on a encore un petit parcours à faire. Donc voilà. Moi, je vais en profiter pour enlever mon gilet parce qu'il fait chaud. L'air de rien, je pensais qu'il allait faire froid, mais comme quoi. On parle de quartiers et de rues apaisées, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait? Alors, les quartiers apaisés, c'est des quartiers dans lesquels il y a beaucoup moins de voitures, c'est-à-dire à nouveau beaucoup moins de pollution et beaucoup moins de bruit. Et dans lesquels, à nouveau, on peut se déplacer, on peut s'arrêter tranquillement pour profiter de la rue. Si on n'y habite pas, si on est passant, et si on y habite, de vivre de manière plus détendue. C'est ça. Et donc concrètement, un quartier apaisé, c'est un quartier dans lequel ce qu'on appelle le trafic de transit, c'est-à-dire le trafic qui fait que traverser le quartier, passe par là, n'est plus autorisé. D'accord. Si on a besoin
Si on est à l'extérieur du quartier et qu'on a besoin d'aller chez le médecin à l'intérieur du quartier, qu'on a besoin d'une voiture parce que par exemple on est une personne à mobilité réduite, il n'y a pas de souci. On peut, ou pour une autre raison, facilement. on peut entrer dans le quartier et s'y arrêter en voiture. Par contre, si on habite, je sais pas, à Scarbeck et qu'on travaille de l'autre côté à XL et qu'on veut passer par le Pentagone pour aller au travail, là c'est plus possible. Il faudra faire le tour. Oui, tout à fait. Ok. Donc il y a des critères de vie, de qualité de vie, quand on dit qualité de l'air, mais au final c'est qualité de vie qui définissent un quartier, une rue apaisée. Vous travaillez, vous aidez un petit peu les communes à mettre en place ce genre de choses On les incite. On les incite à mettre en place des quartiers apaisés le plus possible. Je pense que je peux dire aussi qu'on les aide à mettre en place ces quartiers apaisés en expliquant un petit peu à la population les intérêts à nouveau de ces quartiers apaisés. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un petit peu moins de voitures? À nouveau, principalement pour les gens qui habitent dans ces quartiers et qui parfois ils sont opposés pour des peurs qui sont plus ou moins rationnelles, mais je pense assez souvent légitimes parce que le changement fait toujours peur et c'est normal. Oui, j'allais dire, quels sont justement les freins des citoyens généralement quand on leur dit bon, est-ce que ça vous tente qu'on essaye un peu moins de voitures, de changer un petit peu votre quotidien? Est-ce qu'ils expriment tiens, moi j'ai pas envie parce que... Alors, il faut juste faire attention, les citoyens, à nouveau, il y a des groupes. Les citoyens qui s'opposent et les citoyennes qui s'opposent au quartier apaisé, c'est celles et ceux qui ont une voiture. Et donc, la plupart du temps, c'est une minorité. Je crois que ça, c'est vraiment important de le rappeler. Le problème qu'ils identifient, c'est qu'ils auront plus de mal à utiliser leur voiture. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, parce que comme ils habitent dans les quartiers, ça sera même peut-être plus facile d'utiliser leur voiture, puisqu'il n'y aura plus les voitures des autres quartiers qui traverseront leur quartier. C'est ça, qui passeront par là. Donc c'est pas nécessairement une peur qui est très rationnelle, mais à nouveau, je pense on peut la comprendre parce qu'il y a du changement et le changement c'est toujours, ça fait toujours peur. C'est ça, alors pas de voiture, pas de permis, je fais tout à pied ou en tram, encore trop de voitures pour que je me sente en sécurité à vélo. Ouais, c'est un réel problème, la compétition de l'espace public entre les voitures et la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité active, c'est-à-dire la marche, le vélo. Les chiffres datent, mais à Bruxelles, d'après ces chiffres qui commencent à dater un petit peu, entre 50 et 70% de l'espace public, donc les rues, les parkings, est dédié à la voiture. La voiture, c'est-à-dire le trafic routier. Plus de la moitié de l'espace public bruxellois est dédié au trafic routier. C'est un réel problème. Ça veut dire que moins de la moitié de l'espace public est réservé au vélo, aux piétons, à la détente comme une place ici. Et c'est pas forcément moins le cas en Wallonie, j'ai l'impression. Moi qui par exemple n'ai pas de voiture, etc., qui privilégie transport en commun et mes jambes, j'ai l'impression, peut-être c'est une impression, mais qu'en Wallonie, il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas de trottoir, par exemple. Il y a plein de rues, d'avenues, etc., il n'y a pas de trottoir. Comme si en fait c'était de toute façon jamais imaginé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans le chat. Des endroits où on se dit mais je dois coller la maison ou quoi, il n'y a pas de trottoir en fait, comme si en fait ça n'était jamais venu à l'esprit des gens de se dire tiens en fait on va pas utiliser la voiture parce que on est dans des zones plus reculées ou plus calmes ou moins accessibles, etc. quoi. Ce qu'on voit moins à Bruxelles évidemment, mais c'est pas impossible. Oui, je sais pas du tout, mais oui carrément, nous dit Tilly, voilà. Donc il y a encore évidemment le changement de mentalité. Donc du coup, il faut un peu le travailler très tôt pour avoir ce genre de réflexe, de dire mais en fait non, si je dois aller quelque part, je dois aller à 1,5 km, en fait je ne vais pas prendre ma voiture, je vais privilégier un autre type de transport, que ce soit en commun, à pied, à vélo, etc. C'est pour ça qu'il y a toute une importance évidemment pour vous d'aller directement dans les écoles, quoi. J'imagine, c'est ça. Oui, alors il y a deux raisons. Il y a la première raison, c'est en effet de changer de changer les mentalités le quotidien assez rapidement. Et la deuxième raison, qui est beaucoup plus importante, c'est que les enfants sont les premières victimes de la pollution de l'air. Pour plusieurs raisons, parce que leur corps est encore en construction, et donc un impact sur un corps en construction aura des effets négatifs plus importants et sur le plus long terme que de
la pollution de l'air sur un corps adulte qui s'est déjà formé. Ouais, ok. Et aussi parce que les enfants respirent plus de pollution de l'air parce qu'ils sont plus petits et donc ils sont plus près, c'est bête hein, mais ils sont plus près du niveau des voies d'échappement. Et puis parce qu'ils ont une respiration qui est plus rapide aussi que celle des adultes. Ok, ouais. Et donc ils emmagasinent beaucoup plus. Ok. Ils emmagasinent et puis ils font passer dans leur voie respiratoire aussi des quantités proportionnellement par rapport à leur corps, des quantités de pollution de l'air qui sont plus importantes. D'accord. C'est vraiment très important de protéger les enfants en priorité. Ouais. Et c'est pour ça qu'on travaille entre autres beaucoup sur les rues scolaires, on verra, oui, c'est ça. On en reparlera après. Ouais. Juste un tout petit point par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la compétition de l'espace public. Dans les grandes villes européennes, à Bruxelles, mais c'est encore plus le cas par exemple à Paris ou à Londres, ouais. L'espace public est très restreint parce que les villes sont très denses, chaque mètre carré d'espace, c'est difficile de savoir pourquoi est-ce qu'on va la louer. Et donc les voitures sont en compétition avec les vélos, avec les piétons, mais aussi avec les transports en commun. Ouais, c'est ce que nous disait Thierry. On voit très bien qu'il y a des chiffres de la CIB, des transports en commun bruxellois, qui montrent que dans les rues dans lesquelles le trafic a été apaisé, les bus et les trams, qui sont des transports en commun de surface, ont gagné du temps. Et donc ça veut dire que les utilisateurs et les utilisatrices de transports en commun gagnent aussi du temps. Et donc voilà, ça va être pour les personnes qui n'ont pas de voiture, à nouveau c'est la majorité des gens à Bruxelles, ça va être un gain de temps, une amélioration du service. Et ça se voit, moi personnellement, je venais jamais chausser l'Ixelles. J'allais jamais me dire que j'allais prendre le bus qui passait par la chaussée d'Ixelles parce que c'était l'enfer. Tous les gens en double file parce qu'il y a madame, monsieur qui sort du magasin, les camions, les livraisons, etc. C'était l'enfer. Franchement, je pense que sur, je sais pas combien elle fait 1 kilomètre, je pense, d'ici à la porte de Namur, c'est même pas 1 kilomètre. On pouvait mettre facilement 15-20 minutes tellement qu'il y avait du trafic, alors qu'en soi, une histoire de même pas 5 minutes. Voilà. La pollution sonore aussi à ajouter, surtout quand tu habites près ou de la petite ou la grande ceinture. Ouais, voilà, c'est ce qu'on est passé par justement cette petite ceinture ici avant d'arriver dans un moment plus calme. Bon, là, on a le nettoyeur de rue, quelques camions, etc. encore, mais... Ouais, la pollution sonore, c'est un vrai problème en ville. Hein. Les voitures, les scooters, les motos un peu débridées. La nuit, ça réveille énormément de personnes. Ouais. Et en journée, ça fatigue en fait. Ça peut baisser la concentration, ça interrompt parfois une discussion. Là, ça va peut-être être le cas si... S'il vient nettoyer ici, camion, là. Mais on va... Je sais pas, c'était par là, je pense. Par là. Et puis moi, je voudrais juste vous montrer là. Mais donc on peut se mettre peut-être à peu près au même niveau pour... Ouais, exactement. Comme ça, on va vous montrer un petit peu l'évolution de cet endroit. Vous allez voir qu'il déjà, il y a 5 ans, alors on est vraiment devant la commune ici d'Ixelles, hein, vous voyez. Donc là, c'est monsieur le bourgmestre et ses échevins qui travaillent à la salle communale où il y a les mariages et tout ça ici, comme ça, vous voyez. Donc ils ont installé toute une série de petites voilà. Si on voit, voilà, donc ça c'est le bâtiment qui est là, et donc avant et après c'était un parking. Un parking, ouais, littéralement. Voilà. C'est dingue. Donc à mon avis ça pourrait être un petit peu moins gris, un petit peu plus vert. Ouais. Mais à mon avis aussi c'est quand même vachement mieux sans voiture, avec de la place pour courir, pour se détendre. Ouais. Et oui, parce qu'il y a encore 5 ans, ici, en fait, c'était, vous voyez, là, ils ont barré ils ont rajouté un arbre et puis ils ont mis des petits poteaux. En fait, ici, il y avait les voitures qui circulaient et en fait, on pouvait se garer. Là, littéralement, où on a les pieds dans l'eau, là, maintenant, mais en fait, on pouvait se garer ici. Et donc, en fait, c'est bête. Mais quand j'ai tous les amis qui se marient ici à la commune d'Ixelles, c'est quand même vachement plus sympa de sortir, descendre les marches de la commune ici, dans une belle place comme ça. Vous voyez, il y a un petit terrain de pétanque, ils ont installé des petits espaces verts, etc. Voilà, le petit garçon qui est là, évidemment, pour faire du vélo. Je pense que sa maman est beaucoup plus à l'aise qu'avant, en se disant qu'en fait, tout ça, c'était que des voitures garées, etc. quoi. Exactement. Voilà. C'était le petit coin d'Ixelles, voilà. Moi, je suis née à Ixelles de base, en plus. Il y a un boulodrome. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. On peut jouer à la pétanque ici, donc... De plus en plus, j'ai l'impression à Ixelles, la pétanque devient un peu à la mode. Ou alors non, c'est... comment ça s'appelle du molki. Ah oui. Ça c'est évidemment très, très à la mode. Et pour la photo des mariés, c'est mieux aussi. Exactement, Ketchup. C'est toujours mieux d'avoir une jolie photo. Bon voilà, on a encore les bruits des camions poubelles, mais il faut bien qu'en même temps ça... Voilà, c'est le jour des sacs verts à Ixelles. Pour ceux qui ont oublié, tant pis.
Sorry, hein, le bruit est peut-être un peu fort pour vous, mais je vais essayer de masquer un peu mon micro. Et je pense qu'on fait un peu le même parcours que le camion, donc voilà. Voilà, là on est à l'arrière de la commune, là où il y a le commissariat. Ouais, c'est ça. C'est bien, comme ça on a le micro de notre côté. Là en plus on est dans un quartier, bon c'est le quartier communal, etc. Mais en plus de ça il y a pas mal d'écoles. Justement ici, enfin moi en fait je suis née dans ce quartier, enfin un peu plus bas, mais voilà ici à Ixelles, et moi mon école était rue de la Croix, donc c'est vraiment de l'autre côté ici. Du coup ça a un impact, évidemment on parlait des jeunes poumons, etc. Qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui est idéal, justement on parle de rue scolaire, ça représente quoi en fait, une rue scolaire? Alors, je sais pas si on va tomber dessus ou s'il y en a une en particulier, mais... Il y en a une, ouais, on va aller voir. Mais je sais plus si elle a déjà été mise en place ou pas. Ok. Pour nous, il y a deux types de rues scolaires. Il y a la rue scolaire normale, bruxelloise, qui est fermée le matin au moment de l'entrée dans les classes, ouais. Et l'après-midi, pas toujours au moment de la sortie des classes. Mm-hmm. C'est déjà bien, c'est une bonne, ouais. C'est un bon début, mais ça reste à notre avis insuffisant. Mm-hmm. Et donc le deuxième type de rue scolaire, c'est les rues scolaires qui sont piétonnes. Ouais. À Bruxelles, pour le moment, il n'y en a que 4. D'accord, ok, c'est rien du tout, quoi. À Paris, où ça bouge ça bien, bouge un peu, ouais. il y en a une quarantaine. Okay. Non seulement elles sont piétonnisées complètement, c'est-à-dire que les voitures n'y passent plus du tout, sauf si on habite dans la rue, par exemple, où il y a une livraison. Mais en plus, elles sont végétalisées. Donc on va rajouter des arbres, on va rajouter... Et ça, si les personnes qui suivent le chat veulent aller voir un petit peu Ville de Paris, rue scolaire ou rue aux écoles, vous verrez des photos, ça donne vraiment envie. Donc c'est mieux pour les habitants, c'est mieux pour les enfants. Ça réduit fortement la pollution de l'air. Il y a des mesures qui ont été faites à Londres et qui montrent qu'au moment où la rue est fermée, on a des baisses de dioxyde d'azote, donc le gaz polluant qui est émis principalement par les moteurs thermiques, de près d'un quart. Donc, c'est énorme quand même. C'est significatif, quoi. Exactement. Moins de 25% des... Alors je crois que c'est celle-ci, mais donc elle est en travaux ici. Mais donc l'idée apparemment c'est... Salut Gab, j'espère que tu vas bien. Hop là. Donc l'école, elle est à gauche. Ici, là, j'imagine dans le renfoncement probablement. Ouais, c'est ça, au niveau de la pelle mécanique. Ok. Et donc l'idée, c'est d'installer, d'après le projet que j'ai lu, d'installer une barrière amovible, je suppose par ici, une autre de l'autre côté, de les fermer au moment de l'entrée et de la sortie des classes. Ouais. De rajouter un petit peu du mobilier urbain, des bancs, de rajouter quelques arbres. Je crois qu'ils veulent ajouter des arbres fruitiers, 5 ou 6. De repenser un petit peu les trottoirs et donc de créer au moins au moment de l'entrée et la sortie des classes un espace apaisé. Sain et apaisé, ouais. Notre avis, ça serait que cet espace soit piéton en permanence. Mais donc ça, on discute avec la commune d'Ixelles et avec d'autres de ce genre de demande. Ouais. Mais voilà, ça va quand même dans le bon sens. Pour donner un petit peu des chiffres, sur toute la région Bruxelles-Capitale, on a pris toutes les écoles. Il y en a écoles primaires et maternelles, il y en a 630, je crois à peu près. Ouais. Il y a seulement une quarantaine d'écoles qui ont une rue scolaire. Ouais. Et il y a seulement 4 écoles qui ont une rue scolaire piétonne, fermée en permanence. D'accord, ouais. Donc, pour donner un pourcentage, ça représente moins de 7%. De toutes ces écoles maternelles et primaires qui ont une rue scolaire. Ouais. À nouveau, à Paris, où il y a à peu près le même nombre d'écoles, on en est à 200 rues scolaires et maintenant ça va peut-être même augmenter, plus d'une quarantaine d'écoles qui sont complètement fermées, piétonnisées et végétalisées. Ouais, c'est ça. Mais là, on le voit, donc ici sur le petit panneau qui nous indique un petit peu tous les détails sur la construction. Donc c'est... série d'espaces publics dans le programme du cadre du contrat de quartier durable. Ouais. Donc il y a évidemment les communes qui font de plus en plus ce genre de choses. On en a un petit peu parlé ici de tout ce qui était durable dans la ville, etc. avec Greenpeace, pour ceux qui étaient là évidemment.
ils bossent pas mal. On parlait d'agriculture durable, mais pas que, puisque même en ville, il y a moyen qu'on soit un peu plus durable, quoi. Tout à fait. Il y a moyen et il faut. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on rappelle. C'est une urgence, c'est un besoin Ouais. pour la santé, pour le bien-être psychologique, pour la planète. Ouais, clairement. Je fais une petite parenthèse sur tout ce qui est, vous voyez, ces plantes qui grimpantent sur les façades, etc. Il faut savoir que donc c'est principalement avec des trous faits dans le pavé. Vous pouvez demander, en tout cas en Belgique, à votre commune d'installer ça. C'est d'ailleurs elle qui s'en charge la majorité du temps. Et en fonction, il vous fournit aussi pas mal de choses. J'ai contacté une association qui s'occupe principalement de végétaliser les quartiers. Et donc j'espère qu'on aura bientôt une réponse. Mais donc on verra, il existe des centaines d'espèces d'arbres, d'arbustes, même des arbres fruitiers, etc. Qu'on peut planter comme ça au pied de sa maison, qui n'abîment pas les façades, etc., etc. Enfin bon, bref, donc ça c'est autre chose aussi. Si vous avez envie de rendre évidemment votre maison un peu plus verte, et puis vous voyez que ça, c'est quand même beaucoup plus joli. Bon là le quartier est évidemment en travaux, mais c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir ce genre de maison. Voilà, que des vieilles briques. Voilà. C'était la petite parenthèse. C'est plus joli et puis à son petit niveau, ça fait revenir un petit peu de biodiversité. Ouais, j'allais dire. Quelques insectes, bon les oiseaux là je pense pas honnêtement, mais quand c'est de la petite végétation comme ça, vous allez avoir peut-être des insectes un peu intéressants à regarder aussi qui viennent. Et quand c'est des plantes plus grandes ou des arbres, vous aurez des oiseaux qui vont faire des nids, vous aurez donc voilà. Ça reste, c'est pas la révolution, mais ça améliore quand même un petit peu. Exactement. Bon du coup on va se diriger un petit peu, on va descendre là vers la place Flagey, puisque là donc on parlait de cette idée de mettre des arbres sur la place. Les travaux ont commencé aujourd'hui, mais il y a un énorme souci sur la place Flagey, c'est principalement le trafic en fait qui s'y passe. Ouais, alors. Oui, pas que sur la place Flagey, mais il y a en effet au moins un carrefour, et les personnes qui suivent ce live qui habitent à Bruxelles le connaissent très certainement. En bas de la chaussée d'Ixelles, quand on arrive sur la place Flagey, on le verra tout à l'heure, où c'est quasiment toujours le bazar parce que c'est une très grosse intersection et donc ça fait du bruit, ça crée des accidents, ça crée de la pollution. Ouais. La mise en place, le lancement du quartier apaisé étant Flagey, qui a débuté en mai de cette année, était censé régler en partie ce problème-là avec ce qu'on appelle un verrou au niveau de ce coin de la place Flagey, c'est-à-dire que le passage devait devenir interdit. Ouais. Finalement, ça n'a pas été fait, on avait réagi là-dessus dans la presse. Ça devrait être fait plus tard, dans 3 mois maintenant, on ne sait pas exactement. Mais c'est sûr que il faut revoir la mobilité autour de cette place et dans les rues qui y arrivent ou qui sont parallèles. Ouais. Pour nous, c'est une évidence. Ouais. Oui, surtout que voilà, quand on a vu là, la place Fernand Coq, il y a des écoles autour, c'est sympa, on peut s'installer, manger son sandwich à midi, on est quand même un peu plus cool. Sur la place Flagey, j'exagère, hein, mais il te faut déjà 10 minutes avant de pouvoir traverser pour atterrir sur la place, pour pouvoir être posé, en plus du bruit ambiant évidemment du trafic. Pour en revenir à la rue scolaire, vu qu'on vient d'en voir une en construction, quel type d'action vous faites dans les écoles? Comment est-ce que ça se passe un petit peu? Alors on fait plusieurs choses, on fait de la sensibilisation déjà dans les classes, donc on va rencontrer les enfants, comme je l'expliquais tout à l'heure, on leur explique ce qu'est la pollution de l'air, d'où ça vient, donc principalement du trafic routier, mais pas que. Pourquoi est-ce que c'est important déjà? J'aurais dû commencer par ça. Pourquoi est-ce que la qualité de l'air c'est important? Alors je leur explique toujours, je leur demande de faire un petit jeu, je leur demande de retenir leur respiration le plus longtemps possible. Ouais. Et alors en général 1 minute, 2 minutes et puis tout le monde reprend sa respiration. Et je leur explique qu'il y a on appelle ça la règle de 3. On peut rester 3 semaines sans manger, on peut rester 3 jours sans boire et on peut rester seulement 3 minutes sans respirer. C'est évidemment une approximation. Ouais. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si à midi on a je sais pas quoi qui est un petit peu moisi, on le met sur le côté et puis on va se resservir quelque chose qui est de bonne qualité. Si dans la gourde l'eau elle est un peu marron, on va la vider et on prend de l'eau de bonne qualité. Par contre, si l'air
qui est autour de nous, il est pollué, on n'a pas le choix, on est On obligé n'a de pas le respirer. choix, On va ouais, réduire c'est sa ça. respiration 3 minutes max et puis c'est terminé. Mhm. Et donc on va être obligé de s'intoxiquer. Donc voilà, l'importance de l'air qui nous entoure, les sources de pollution, donc à nouveau les voitures, les camions, le transport, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce truc-là sur Amazon et de me le faire livrer demain dans les 24 heures, et les mesures qui peuvent être mises en place pour limiter ces pollutions. Donc les rues scolaires, les quartiers apaisés, la zone basse émission, un petit peu moins de place de parking, plus de végétation. Mhm. Donc ce travail de sensibilisation avec les enfants, et puis un travail de mobilisation avec les enfants, avec les parents. Ouais. L'année dernière, par exemple, on a organisé une grande mobilisation sur toute la région. Il y a, si je me souviens bien, 16 écoles qui ont participé à cette mobilisation. Ça a rassemblé plus de 1000 personnes, avec une demande. On aimerait avoir plus de rues scolaires devant l'école de nos enfants, ou en tout cas des rues scolaires de meilleure qualité, des rues scolaires fermées en permanence. Donc voilà, de la mobilisation, et puis on fait un travail de ce qu'on pourrait appeler de lobby conventionnel aussi. Donc on va voir les communes, on va voir la région, et on fait passer le message des parents, des citoyens, des citoyennes. On leur demande d'améliorer telle ou telle rue pour qu'elle soit encore mieux protégée de la pollution de l'air, ou d'accélérer la mise en place des rues scolaires. Et puis un quatrième point que je peux encore ajouter, c'est on fait un travail de recherche. Donc là, par exemple, on est en train de travailler sur un inventaire des rues qui pourraient facilement être transformées en rues scolaires. Donc on a pris toutes les écoles, plus de 600 de la région Bruxelles-Capitale, et sur base de certains critères, est-ce qu'il y a un tram qui passe dans cette rue, est-ce qu'il y a beaucoup de places de parking, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, à quel point ça serait facile de la fermer complètement à la circulation routière, pour pouvoir ensuite aller voir les communes et leur dire voilà, rue machin, rue truc, il n'y a pas d'excuse, il faut les fermer au trafic routier rapidement, parce que il n'y a pas de tram, il n'y a pas de parking, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, et donc il n'y a pas de raison de ne pas les fermer. Oui, exactement. Alors, Ketchup nous dit, il y a 2 ans, il y a aussi 2 ans de travaux à Boondal, c'est devenu une autoroute avec des embouts constants. Groovebox est arrivé, bonjour. C'est plus joli aussi, des façades, évidemment, avec de la verdure, ça va créer de la fraîcheur, effectivement. Et puis Groovebox qui nous disait que les façades jaunes poussins étaient jolies. Effectivement, il en faut pour tous les goûts. Mais c'est beaucoup plus joli, je trouve, une façade jaune qu'une façade comme celle-ci. Donc voilà. Voilà. Ok, donc effectivement, ça a l'importance de sensibiliser déjà les plus jeunes pour leur conscience écologique en tout cas, et en fait pour les protéger, parce qu'ils restent donc les premières victimes de la pollution, quoi. Oui, tout à fait, absolument. Et à nouveau, on voit aussi des grandes différences entre des écoles d'une certaine commune, d'un certain quartier, et des écoles d'une autre commune, d'un autre quartier. Et des inégalités, il y a vraiment une question de justice sociale aussi dans notre travail. Une école dans une rue très passante, dans une commune dense, les enfants seront beaucoup plus exposés qu'une école, pour donner un exemple, je sais pas, à Watermal-Boisfort, ou en tout cas dans une commune où il y a beaucoup plus d'espace vert. Et ça, c'est pas juste, c'est pas normal en fait. Tous les enfants devraient avoir droit à la même qualité de l'air, au même environnement de développement. Ouais, donc c'est vraiment un point sur lequel on insiste aussi. Ouais, donc sauf exception, en fait, il y a moyen n'importe où dans la ville d'apaiser un petit peu le trafic et d'améliorer du coup la qualité, quoi. Alors il y a toujours moyen. Après, ça dépend du contexte, et sur un boulevard, ça va être plus compliqué forcément de limiter le trafic. Après, on pourra quand même probablement le limiter. On peut aussi dire les voitures continuent à passer, mais par contre seulement sur tel créneau horaire, ou alors c'est seulement les motorisations électriques qui continuent à passer, ou alors c'est quand même la priorité au bus et on crée une ligne de bus où on augmente l'espace réservé aux cyclistes. Donc on n'arrivera pas à un point où il n'y aura plus du tout de trafic routier, mais a priori on peut le limiter beaucoup, quasiment toujours. Effectivement, là on se dirige donc vers la place Flagey, on y est quasiment, il y a la chaussée d'Ixelles. Ouais. Hop là. Ça c'est une livraison 0 émission, et ça c'est cool. Par contre, garer sur le passage piéton, ça c'est pas cool. Et voilà. Ah là là. Donc comme quoi, c'est vraiment nous,
on est responsable de toutes ces petites choses-là qui gâchent un petit peu notre quotidien. Monsieur est peut-être sûrement un très bon livreur, mais voilà, avec une camionnette 0 émission, mais le fait qu'il se gare en plein milieu comme ça d'un passage piéton, ça le fait pas. Donc, quelles sont un petit peu les choses voilà, qu'on peut faire nous au quotidien simplement pour un quartier un peu plus apaisé, puis pour améliorer la qualité de l'air, si ce n'est évidemment abandonner notre voiture pour ceux qui en ont une. Ben oui, donc voilà, abandonner la voiture, je pense que c'est une bonne... quand c'est possible à nouveau, hein, on est tout à fait conscient que c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible de le faire. Et après, il y a les à côté, on va dire, donc les livraisons, ça devient un réel problème dans les villes. Depuis le Covid, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de livraisons à domicile, ce qui était tout à fait normal, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Mais c'est resté... c'est devenu une habitude. Exactement, c'est devenu une habitude. Donc je pense que ça, c'est un sujet auquel il faut faire un petit peu attention. Est-ce qu'il n'y a pas moyen déjà d'acheter auprès des commerces locaux? En plus, c'est mieux parce que les commerces locaux en ont probablement besoin. Si c'est pas possible, parce que le truc que je veux est seulement disponible ailleurs, de se le faire livrer en point relais. Donc point relais, c'est quand vous vous faites livrer au bureau de tabac ou au carrefour du coin et que vous allez le chercher, alors à pied, si vous allez le chercher en voiture, du coup ça annule. Ça casse un peu le truc, que vous allez le chercher. Ça permet de limiter les allers-retours des camionnettes. Et puis après, le plus important, je pense, hein, c'est de soutenir, alors ça, je prêche un peu moins paroisse, mais c'est de soutenir des associations comme les nôtres, et on n'est pas les seuls, pour demander à ce que le trafic routier en ville soit limité. Donc de rejoindre des mobilisations, de signer les pétitions à l'adresse des communes ou de la région, de se mobiliser d'une manière ou d'une autre. Ça peut être juste de liker ou de partager les posts sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être aussi simple que ça. Tout à fait. Pour montrer que cette majorité de la population qui n'a pas de voiture et qui a priori a envie de voir la mise en place de mesures pro-piéton, pro-cyclisme, pro-végétalisation, que cette majorité-là, elle existe, que ça reste pas une majorité silencieuse, ce qui pour le moment est un petit peu le cas. Oui, c'est ça. Alors qu'on l'a vu, on en parlait pour ceux qui n'étaient pas là, pas au début de live, mais en tout cas il y a déjà quelques minutes, une majorité de Bruxellois au final n'ont pas de voiture. Donc c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a une partie de personnes qui ont été lassées par les bouchons. Regardez là, je sais pas si vous voyez le bordel quoi. Il y a un camion, une camionnette, ça se dépasse, il prend pas sa priorité, machin, enfin bref. Voilà, typique l'ambiance place Flaget à tous les coins de rue en plus, puisque il y a je ne sais pas combien de rues qui amènent sur cette place Flaget, donc voilà. C'est le bordel. Mais il y a aussi toute une partie de personnes qui, je pense, ont pris conscience du fait qu'en fait, la voiture, c'est pas obligatoire en ville. Bon, maintenant, si vous travaillez au Luxembourg 3 fois par semaine, on peut comprendre que par facilité, voilà, vous ayez une voiture personnelle. Moi, personnellement, je travaille à Namur 2 fois semaine. Parfois, je peux très bien me déplacer ailleurs. J'ai décidé de tout faire en transport en commun. C'est pas toujours facile, clairement. Mais c'est pas impossible. Et donc en gros, si moi maintenant je me dis tiens, j'aimerais bien chez moi, j'habite sur une grosse artère, mais j'aimerais bien quand même créer quelque chose de sympa ou ne serait-ce qu'un petit peu sensibiliser les gens de mon quartier au fait qu'on peut dépolluer un petit peu nos alentours, je peux très bien vous contacter par exemple. Oui, tout à fait. Nous, à nouveau, il y a plein d'ASBL, d'organisations qui travaillent sur cette thématique, que ce soit sur le vélo, que ce soit sur la végétalisation des espaces publics. Vous voyez le bordel, hein, les gars, on est en plein dedans. Même en tant que piéton, c'est difficile de traverser. Donc, on peut aller voir l'endroit où il y a un verrou dont je parlais tout à l'heure qui pourrait être mis en place. Ouais. Et pour la petite information, si on revient un petit peu sur le sujet de la qualité de l'air, il y a des mesures qui avaient été faites l'année dernière au niveau du Belga, le café qui est en face de nous. Ouais. Et les résultats montraient que les concentrations au dioxyde d'azote à ce niveau-là étaient près de 4 fois au-dessus de la recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Dingue. C'est une place qui est polluée. Hein, complètement. Déjà, regardez la masse de béton, c'est joli. Hein, il y a quelques petits arbres là, attention, qui se battent de nouveau et ils sont en train
Là-bas, on le voit un petit peu, ils ont déjà installé toute une série de panneaux, etc. pour commencer à faire des trous. Je pense que c'est ça qu'on entend d'ailleurs. Mais comme vous le voyez, en fait, juste derrière nous, regardez, ça défile constamment, en fait. C'est non-stop. C'est non-stop, c'est non-stop. Donc voilà, même au niveau sonore, c'est pas très agréable. Du coup, Ketchup qui dit peut-être rendre les frais de livraison plus élevés et non pas gratuits à partir de 25 € ou 50 €. Donc ainsi favoriser les retraits au point relais dans son quartier. Alors il y a ça, et puis l'autre option qu'on met aussi beaucoup en avant, mais je suis d'accord avec cette proposition, c'est d'obliger les vendeurs en ligne, que ce soit les grosses plateformes comme Amazon ou les plus petits, de laisser l'option de choisir comment est-ce qu'on se fait livrer. Parce que ça m'est encore arrivé récemment où j'ai acheté je sais plus quoi en ligne, et j'avais pas l'option, la seule option qui n'existait pas. Livraison à domicile. C'est la livraison à domicile pour 3 boîtes en carton que j'aurais clairement pu aller chercher au point relais. Ouais. Donc de laisser l'option. Est-ce que je préfère être livré chez moi parce que c'est un gros canapé et que voilà, c'est plus simple, ou est-ce que c'est une petite boîte de je sais pas quoi et que je peux aller la chercher au point relais. Et la troisième option aussi, c'est qu'il y ait plus de livraisons qui soient faites à vélo cargo. Alors à vélo cargo, c'est des vélos à peu près normaux avec un espèce de gros bac à l'avant ou à l'arrière, qui permettent de livrer déjà beaucoup de choses. Ouais, complètement. Donc si je veux me faire livrer à la maison, je sais pas pour quelle raison, mais que j'ai pas envie que ce soit une camionnette diesel qui vienne, est-ce que ça serait pas possible que ce soit un livreur ou une livreuse à vélo? Ouais, ça on n'a pas le choix. Et en revanche, il faudrait plus de points retrait. Oui, effectivement, à Bruxelles, alors les points relais, dépend, je suis pas d'accord parce que c'est des chiffres qui sont aussi disponibles sur nos sites internet. Si je me souviens bien, je suis plus sûr, mais c'est quelque chose comme 80 ou 80% des points relais qui sont accessibles à moins de 5 minutes à pied pour tous les Bruxellois. Donc il y a vraiment peu de points relais. Ça va. C'est ça. Il y a vraiment peu de points relais qui sont à plus de 10 minutes à pied. 5 minutes, 10 minutes à pied, en vrai, ça va, je pense. Ouais, effectivement. Et bon, si vous faites livrer un canapé, évidemment, c'est à la maison directement. Ça, on comprend. Parce qu'au niveau du temps, ça arrive souvent qu'on se dise allez, ok, j'ai une livraison. Aujourd'hui, je vais rester à la maison. On est un peu stressé. On n'ose pas commencer à prendre sa douche ou je sais pas quoi parce qu'il y a peut-être le livreur qui va arriver. Sauf qu'on sait pas, en fait. C'est entre 9h du matin et puis 18h. Et donc, journée de stress. Alors que si on sait que le paquet est en point relais, on se dit là voilà, c'est midi, je prends ma pause, j'y vais 5 minutes ou la petite marche digestive après avoir mangé. C'est ça. Et on perd beaucoup moins de temps en fait. Tout à fait, c'est ça. Mais Tilly qui disait ça, elle n'est pas à Bruxelles, donc forcément c'est plus compliqué. C'est la londonienne de notre chat. Ouais. Donc voilà, à Londres il y a du boulot. Il y a encore du boulot. Et donc là, on va aller voir un cadenas. Du coup, mais donc voilà, donc c'est cet espace qui est en fait au niveau du... Ce qu'on appelle le cadenas. De l'arrêt de la du Stib, tram, exactement, du tram et des bus. Donc on voit la camionnette grise qui vient de passer derrière. On peut peut-être voir une autre pour montrer un petit peu à quoi ça correspond. Maintenant, il ne va plus en avoir forcément. Mais donc derrière cette espèce où il y a le scooter rouge qui va passer là. Ouais. Voilà, donc cette partie-là, de là où est le scooter rouge maintenant à là où il est maintenant. Ouais, donc juste ici. Sera, on espère, d'après les plans en tout cas qui ont été présentés, sera fermé à la circulation routière. Donc il n'y aura plus que les vélos et les bus qui pourront passer, les voitures privées. C'est tout petit en plus, c'est vraiment, on peut s'approcher un petit peu. Oui, c'est à peu près au niveau du bâtiment blanc. Ouais. C'est vraiment tout petit comme zone, mais ça a quand même un énorme impact. Et oui, parce que ça forcera les gens de là, à aller ailleurs. En fait, ça réorganisera le trafic. Ouais. Et puis surtout, étant donné qu'il faudra faire un petit peu plus de route, il y a probablement des gens qui se diront finalement c'est peut-être mieux si j'y vais avec le bus ou avec le tram ou à vélo parce que je commence à avoir besoin de faire un petit peu des détours et donc chaque fois, et ça c'est vraiment une règle, chaque fois qu'il y a des quartiers apaisés qui sont mis en place, des rues scolaires, des rues apaisées, des plans de mobilité, il y a une baisse du trafic. Ouais. On appelle l'évaporation du trafic. Au départ, il peut y avoir un petit peu plus de bouchons parce que les gens sont pas encore habitués. Tiens, je savais pas que cette rue maintenant elle était à sens unique. Ouais, tout à fait. Pendant quelques mois, ça sera peut-être un petit peu plus problématique. Mais après une certaine période, et on le voit maintenant avec le Pentagone à Bruxelles, donc le premier quartier apaisé qui a été mis en place il y a maintenant 1 an,
qu'on a une évaporation du trafic. On a moins de voitures, on a moins de trafic. Ouais. Le Pentagone, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il est appelé comme ça dû à sa forme. C'est vraiment l'hypercentre à Bruxelles, où on avait un énorme boulevard devant la bourse de Broeker, etc., qui était le boulevard Anspach. Et en fait, tout est devenu piéton. Alors, ça a été une foire politique totale, mais au final, et maintenant, ça tient la route, quoi. Parce qu'il a fallu du temps, parce qu'au début, pareil, un petit peu comme ici, je refais un petit peu le... En fait, c'était que du béton, au final. Oui, il y avait beaucoup, tout à fait. Le fameux piétonnier du centre-ville de Bruxelles, quoi, pour ceux qui ont suivi cette histoire, Ouais. notamment. Mais là, maintenant, il y a eu... parce qu'il y avait encore, pendant tout un moment et au début, des rues qui étaient plus ou moins accessibles, mais pas vraiment. C'était mal indiqué. Maintenant, c'est vraiment... Il a fallu des années pour que ça soit bien construit, en fait. Ouais. Et puis après, il faut le mettre en place et il faut assumer. Et une fois que c'est assumé, bah oui, ça râle un petit peu au départ, à nouveau. C'est Quand ça. il y a un changement, C'est râle, ça, normal. oui. Et puis, On aime bien râler. Et puis un an après, ça va. On a vraiment les chiffres sont. Enfin, je vous invite à aller voir les résultats. Il va y avoir des résultats plus détaillés qui vont être au fur et à publiés, mesure. a priori le mois prochain. Ouais. C'est vraiment très positif. C'est pas parfait, c'est jamais parfait, mais c'est. Non, bien sûr, bien sûr. Quels sont les prochains chantiers de votre côté ici à Ixelles, mais pas que, vous travaillez sur d'autres communes aussi? Ouais, alors à Ixelles, je sais pas trop, il y a une autre rue scolaire qui devrait être, je sais plus exactement, elle est Pas très loin derrière, d'ici, quoi. d'une parallèle, là, je sais plus exactement où, Mhm. qui devrait être mise en place, on espère, c'est un dossier qu'on suit. Et après, oui, après il y a les autres communes, donc on travaille par exemple beaucoup avec Saint-Gilles qui Enfin, un bon qui est en boulot train de- de mettre en place son quartier apaisé aussi, qui est Ouais. très grand. Tout à fait. Donc la période de consultation avec les Saint-Gillois et les Saint-Gilloises va débuter bientôt. Donc vous sondez, enfin les citoyens sont quand même sondés, j'imagine les propriétaires aussi, quand on a acheté une maison dans une rue qui finalement devient interdite à la circulation. Ouais, c'est jamais. Alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Les plans de mobilité sont imposés sans discussion, c'est pas vrai. Hein. Ouais. Je veux bien que ça soit parfois difficile d'aller aux discussions parce que c'est le soir. Mais il y a Fake news, donc. il y a toujours des consultations Ouais. publiques et donc Saint-Gilles ne déroge pas à la règle. Il y a aussi des consultations publiques qui vont être organisées. Il y a un autre quartier apaisé qui est en discussion, ou un sous-quartier apaisé, c'est Cage aux ours à Scarbeck. Ouais. Beaucoup de trafic là aussi, même les trams, les bus, c'est... Donc ça, j'avoue que je ne sais pas trop où ça en est. Je crois qu'il y avait des consultations devaient être aussi relancées, mais je ne sais pas où ça en est. Et après ça, le prochain, normalement, ça sera à Forêt, mais on en est encore un petit peu loin, donc c'est à suivre. Et pour les rues scolaires, oui, ça dépend vraiment des communes. Et après, on va être pas mal occupé avec les élections, je pense. Ouais, c'est ça. L'année prochaine, enfin déjà, Ouais. on commence. Hein. Ouais, c'est maintenant, évidemment. Ok, ouais, donc pas mal de choses. Donc quartier apaisé, rue scolaire, qualité de l'air, Voilà, ça suit donc son cours. la zone basse émission aussi, dont on parlait au départ. Ouais. La prochaine grande étape, c'est... Il avait retardé, là 1er janvier 2025. Ouais, c'est ça. Il va y avoir à nouveau la sortie d'une catégorie de Ouais. véhicules. Ouais. C'est Donc je pense que ça sera important de bien communiquer là-dessus Euro aussi. 4 ou Euro 3, je sais, Euro 4 je Non, pense, c'est non? après, je crois, au moins Euro 4, si pas Euro 5, je sais plus, Ouais. honnêtement. Oui, je crois que c'est, mais parce que ça avait été repoussé du coup pour plein de raisons, notamment financières, parce qu'il y a beaucoup de ménages qui disaient tiens, moi je ne sais pas comment commencer, parce qu'en fait c'est des voitures qui, au final, elles sont récentes encore, elles ont 10-12 ans je pense, ces voitures-là, mais comme vous voyez, les normes en fait et la pollution a tellement évolué rapidement que en fait on est obligé de passer par ce genre de choses si on veut une ville un peu plus saine, quoi. Voilà. Mais il a failli y avoir un accident juste là. Donc vous voyez, ce carrefour, cet endroit-là est vraiment pourri. J'ai pas les mots. Mais c'est souvent en plus les gens qui freinent parce qu'ils voient pas les piétons, les gens qui descendent du tram. Et donc avec toutes les gens, donc les personnes qui arrivent de... Attendez, parce qu'il faut la mise au point. D'ici, de là, et parfois qui tournent comme ça. Donc ce point-là va être évidemment fermé. Et donc ça évitera... Faut espérer parce que... Ce qu'ils avaient fait aussi Place Flagey, c'est qu'ils ont limité aussi le sens. Maintenant, on ne peut plus tourner que dans ce sens-là, je pense, en termes de circulation. Au départ, ce n'était pas le cas. Et donc, ce qui s'est passé au tout début, c'est que tous les gens qui descendaient de là, qui avaient l'habitude de tout de suite tourner, en fait, ont commencé à créer des bouchons, etc. les premières semaines. Sur toute cette partie-là, c'était l'enfer. Donc, il y a des chances que ça arrive si ça bouge de ce côté-là. Mais au final, c'est pour un mieux, quoi.
Oui, et puis normalement il y a une période de prévention ou d'information, c'est-à-dire que si par exemple la zone est surveillée par des caméras, les caméras de la zone basse émission, ce qui est le cas par exemple à certains endroits dans le Pentagone, vous ne recevez pas une amende tout de suite. Normalement vous recevez d'abord un avertissement en disant on a vu que vous étiez passé à tel endroit, tel jour, c'est plus autorisé. Et puis si vous le faites une deuxième fois, là vous recevez une amende. Ouais, tout à fait. Donc je sais pas comment ça sera organisé ici, mais c'est possible que ce soit la même logique, quoi. Exactement. Donc voilà, abandonnons notre voiture un maximum, c'est déjà bien. Évitons de polluer les petits poumons aussi, c'est pas plus mal. Ouais. Et puis on le voit en termes de santé. Enfin, je sais pas si là-dessus vous avez un peu les conséquences aussi en termes de santé. Toutes les personnes qui ne fument pas forcément, mais qui ont aujourd'hui des problèmes pulmonaires, c'est aussi surtout dû à la pollution. On n'a pas parlé des problèmes de santé, mais donc il y a en effet beaucoup de problèmes de santé qui sont liés à la mauvaise qualité de l'air. Alors ça va aller de problèmes assez pas trop graves, on va dire, comme un peu d'asthme, etc. Là c'est déjà grave, mais des difficultés de la toux par exemple. Ça peut être lié à des concentrations importantes en dioxyde d'azote, jusqu'à des problèmes respiratoires beaucoup plus graves comme l'asthme. Là, c'est très grave. Il y a évidemment des cancers qui sont liés à la pollution de l'air. On parlait des particules fines tout à l'heure. Les AVC, on sait que donc un accident vasculaire cérébral sont liés aussi à la mauvaise qualité de l'air. Et puis des maladies auxquelles on pense moins, le diabète, l'obésité, les problèmes cognitifs, donc pour se concentrer par exemple. Alors, c'est un petit peu plus difficile à éviter. C'est de manière indirecte ça. C'est ça, mais donc il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'une mauvaise qualité de l'air est liée de manière plus ou moins directe à une augmentation des diabètes, à une augmentation de l'obésité. Et puis moins on bouge aussi, si on se contente de toujours rester et ça aussi, évidemment, assis dans notre voiture. Tout à fait. On n'a pas parlé de ça, mais la mobilité active, c'est aussi bien mieux pour la santé, même s'il n'y a pas la pollution de l'air, que la mobilité passive, c'est-à-dire être assis dans une voiture par exemple et coincé dans les bouchons. Ouais, tout à fait. Je vais prendre mon exemple personnel, le chat, vous le savez. Donc moi j'ai une maladie auto-immune. Et en fait, je fais des réactions allergiques à tout ce qui est histamine. Et donc, c'est pour ça qu'on prend des antihistaminiques quand on est allergique à quelque chose. Et en fait, il faut savoir que dans tout ce qui est pollution, etc., l'histamine se retrouve en très grosse quantité. Et donc, même si j'ai pas de problème pulmonaire, je peux faire des réactions allergiques parce que je suis dans des quartiers plus pollués que d'autres. Donc, complètement dingue, où je peux avoir des plaques, où ça me gratte, des réactions allergiques cutanées, respiratoires. Donc voilà, comme quoi la pollution, c'est de la merde. Voilà. Ok, franchement merci beaucoup, c'était très très chouette. Merci. Je vais te laisser un peu bosser aussi quand même, il y a du boulot malheureusement à Bruxelles. Donc là on attend évidemment qu'ils mettent en place un quartier un peu plus vert déjà dans un premier temps, et puis on verra l'évolution. On repassera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, peut-être qu'une fois les élections seront passées aussi, on pourrait pourquoi pas se dire tiens on va voir où en sont certains chantiers, qu'est-ce qui a bougé. Ça pourrait être une bonne idée. Donc dans le chat, n'hésitez pas pour l'exclamation chercheurs d'air. Ils sont sur tous les réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi, évidemment, pour ceux qui ne me suivent pas déjà. Parce que même pour eux comme pour nous, pour moi, un simple like, un partage, c'est peut-être très con, mais ça donne de la crédibilité à tous nos projets. Et donc si on a envie d'un peu avancer, c'est point d'exclamation sujet du coup, Tilly. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Merci en tout cas d'avoir été. Ils sont encore le matin, ils sont pas très réveillés. Le matin, en fait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui écoutent, et donc forcément, ils sont beaucoup plus calmes. Mais donc ce soir, peut-être déjà ce soir, je vais voir ce soir ou demain, en tout cas sûr, il y aura le replay du live. De toute façon, je le partagerai sur YouTube, etc. Et donc comme ça, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, de toute façon, vous mentionnez. Ou chercheur d'air ou moi sur les réseaux sociaux, et donc voilà, on fera le relais. Super. Merci beaucoup. Merci. Je t'abandonne ici. Moi je termine toujours mon live en discutant avec mon chat. Mais donc un grand merci, on se tient au courant. S'il y a des projets que vous mettez en place, s'il y a du concret, un événement, peu importe, n'hésite pas à m'appeler, m'envoyer un message, je reviens avec grand plaisir. Très bien, merci. Moi je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Ça marche, à bientôt. Salut.